Salut Aude, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui parce que nous allons mélanger deux de tes spécialités, l'hypersensibilité, la haute empathie, et vous l'avez vu dans les épisodes qu'on a déjà enregistrés avec toi, n'hésitez pas si c'est le premier à plonger dans la chaîne, avec tout ton côté sinologue, anthropologue, et tu vas nous parler de l'art de la guerre de Sun Tzu, en lien avec l'hyperempathie, l'auto-empathie et l'hypersensibilité, et savoir comment utiliser ces principes martiaux, guerriers, mais au service justement des hypersensibles. Et je trouve que ce sujet est passionnant. Et tu vas nous dire déjà pourquoi tu as choisi ce sujet, et puis ensuite tu nous donneras un peu de contexte historique aussi pour nous replacer ça, parce que comme tu es sinologue, ça nous aide aussi à sortir de oui, on a tous entendu parler de l'art de la guerre, mais là on aura une personne vraiment beaucoup plus spécialiste sur la culture chinoise pour nous en parler. Ça marche. Salut Julien, très contente de te retrouver à nouveau. Et oui, comme tu dis, un nouveau sujet, mais finalement qui va nous ramener en fait au nerf de la guerre, si on peut dire, hein, aujourd'hui, qui est justement, oui, les personnes hypersensibles ou hautement sensibles, hein, ou SPS comme on l'a déjà décrit, enfin dans les études psychologiques. Voilà. Là, selon la convention, voilà. Donc la haute empathie, la haute sensibilité, moi j'aime un petit peu mieux ces termes-là, mais bon voilà, on va jouer avec tous ces mots-là, d'accord. Donc pour moi, oui, le défi, comme j'ai ce background en sinologie où j'ai vécu pas mal d'années en terrain sinophone. J'y ai fait toute mon anthropologie. J'ai passé pas mal d'années à travailler avec la Chine, les clients chinois, etc. Enseigner aussi la culture et un peu le mandarin dans les entreprises. Il n'y a pas beaucoup de preneurs, hein, autant le dire. Mais voilà, l'idée, c'était pour moi, le grand défi, c'était de pouvoir me replonger en fait dans ce manuel de stratégie martiale que je trouve très intéressant. Tous ceux qui ont fait des arts martiaux aussi auront vraiment, je pense aussi une conscience aussi du fait que il s'agit pas juste de stratégie martiale au sens de l'agression. Pas du tout, c'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, on verra avec le contexte que le but c'est pas largement pas ça en soi. C'est justement d'éviter en fait le combat, d'éviter en fait en particulier l'épuisement de nos ressources. Et c'est là que je trouve que le lien est super intéressant avec justement les personnes hautement sensibles, hautement empathes. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, quand on parlait de l'empathie décodée ou quand on parlait de les hypersensibles, les hyperempathes et les défis qu'ils rencontrent, etc., on a pu voir que souvent, il y a cet effet d'hypervigilance de leur système nerveux qui induit une suradaptation, donc une stratégie de survie qu'ils ont apprise dans leur développement, et qui fait qu'en fait ils s'écartent à l'intérieur d'eux-mêmes de leurs propres besoins, mais aussi de leurs propres désirs, de leurs envies, parce qu'ils sont plus en vigilance de ce qui est attendu d'eux par l'extérieur pour pouvoir garantir leur survie, et ça se passe à des niveaux inconscients, hein. Et donc de répondre aux attentes qui viennent de l'extérieur. Donc il y a une perte de quelque part dans une certaine mesure de la conscience de soi, hein, et souvent justement dans les relations, en particulier quand il y a des enjeux, des tensions, etc., des enjeux émotionnels, et c'est là où cette histoire des frontières, elle est vraiment importante. Et je parle justement souvent de ce langage des frontières, parce que je constate chez ma clientèle, comme chez moi, dans ma propre histoire, hein, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille moi-même aussi. Je pense qu'on s'arrête jamais de travailler sur ces choses, hein. C'est justement d'affirmer davantage, de développer ce langage qui nous permet de poser nos limites, tout en en rendant ça acceptable socialement, mais de manière à ce que ça soit vraiment écologique pour nous, donc aligné en fait à nos besoins. Voilà, et c'est ça un petit peu tout l'enjeu. Donc, si vous êtes une personne très sensible, très empathique, peut-être que vous passez beaucoup de temps à essayer de comprendre les autres, mais très peu à comprendre le terrain vraiment sur lequel vous vous trouvez. C'est là que Sun Tzu est assez intéressant. Et si c'était là une partie du problème, une partie en tout cas. Dans cet épisode du coup, et puis le suivant probablement, j'aimerais vous montrer du coup comment un texte écrit il y a plus de 2000 ans
issu de la tradition chinoise, hein, ce qu'on appelle en français l'art de la guerre ou le Sun Tzu Bingfa. Un texte qui est attribué à Sun Tzu, mais bon, voilà, en passant les détails, c'est pas aussi simple. On n'est pas du tout sûr que ça soit lui qui l'ait écrit. Et il y a différentes. En Chine, c'est toujours les disciples qui reprennent aussi les œuvres du maître et puis qui continuent à faire leur contribution. Donc c'est jamais homogène. Hein. Mais comment en fait ce texte, on va voir, peut nous aider à poser des frontières plus saines. Voilà. Et donc, je fais ça avec à la fois le regard du thérapeute, mais aussi de l'anthropologue, sinologue, voilà. Et puis, on fait une croisée de regards. Donc, je vais commencer avec un passage que j'aime bien. Donc, je vous épargne le chinois. Hein. Et puis, la traduction en français serait « Ne compte pas sur le fait que l'opposant ne vienne pas. Compte sur ta capacité à le voir venir. Ne te repose pas sur l'espoir qu'il n'attaque pas, mais repose-toi sur la solidité de ta position. » Voilà. Alors, si on transfère ça, cette stratégie qui est issue d'un ouvrage martial pour justement ce langage des frontières, on pourrait le traduire par quelque chose comme « Ne compte pas sur le fait que l'autre respectera spontanément tes limites. Compte plutôt sur ta capacité à les poser toi-même. Et ne te repose pas sur l'espoir que l'autre changera. Repose-toi sur la clarté de ta posture. » Et j'aime bien ici d'avoir mis le mot clarté dans le sens où tout ça, c'est un chemin de conscience. Et c'est ce que Sun Tzu nous aide aussi à faire avec cet ouvrage, parce que dans son œuvre martiale aussi, l'idée est vraiment de conscientiser toutes ses forces et ses faiblesses, tant chez lui que chez l'adversaire, en fait. Donc, beaucoup de personnes hautement sensibles vivent trop souvent dans l'espoir que les autres ne les blessent pas, ne les envahissent pas, respectent les limites, ne changent pas les règles qui avaient été énoncées ou les promesses ou je ne sais quoi. Et Sun Tzu nous propose autre chose. Il nous propose à la place, construire une posture intérieure suffisamment claire et stable pour que notre sécurité ne dépende plus du comportement des autres, parce que on ne peut pas le contrôler. Voilà. Et ce que j'ai souvent comme demande chez mes clients, c'est « Mais qu'est-ce que je dis dans ces cas-là, dans cette situation? Je sais que ça va se reproduire, alors qu'est-ce que je peux dire, etc. » Et donc, on va voir différentes stratégies qu'on pourrait appliquer. Mais je voulais quand même revenir sur le contexte de cet ouvrage. Je peux pas m'en empêcher, comme je te disais. Parce que c'est important, c'est souvent aussi un ouvrage qui est un peu galvaudé, qui est très commercialisé, un peu détourné dans son propos, justement employé dans les milieux du business et des choses comme ça. Et ben moi je trouve que c'est important de remettre les choses toujours dans leur contexte, comme on le fait souvent avec l'étymologie des mots, etc., pour pouvoir savoir de quoi on parle vraiment, quoi. Le contexte est fondamental, hein, pour pas partir dans des shortcuts, quoi, des raccourcis ou des galvaudages. Donc en fait, le contexte en fait de l'émergence de ce texte, parmi aussi plein d'autres textes, il y a d'ailleurs je vais vous expliquer, c'est l'effondrement de la dynastie des rois Zhou, hein, qui ont régné pendant plus ou moins 800 ans sur la Chine ancienne. Et donc à partir du XIe siècle, hein, avant Jésus-Christ. Et puis cette dynastie en fait représentait un âge d'or, hein, qui a beaucoup été idéalisé par les dynasties qui ont suivi, parce que cette dynastie a vraiment posé les fondements de la civilisation chinoise, avec toutes sortes de concepts que je vais vous épargner.
des concepts moraux, philosophiques, éthiques. Hein. La morale est très importante dans la Chine ancienne, hein, le de, la morale. Et l'idée du mandat céleste aussi, le Tianming, que l'empereur en fait règne seulement sous l'autorisation de l'entité suprême qui est le ciel, le Tien, et donc et qu'il est là pour servir son peuple. Le jour où il ne fait pas ça correctement, eh bien le ciel va lui retirer son mandat et précipiter la chute de sa dynastie. Donc ça c'est un des principes aussi fondamentaux et récurrents hein, dans l'histoire des dynasties chinoises. Et donc pendant cette longue période de dynastique des Zhou, on a vu en fait un effondrement. Donc des grands changements sociétaux et ce qu'on appelle la période des printemps et des automnes, Chunqiu, où en fait il y a eu une transition de la guerre des nobles qui était réservée à des aristocrates éduqués, lettrés. Ça nous rappelle peut-être un peu les combats les codes d'honneur des samouraïs, etc. Où on a cette idée des nobles sur leurs chars, en fait, qui s'affrontent, mais avec des armées très limitées, où tout est codifié, ritualisé, et puis les codes d'honneur sont très importants. Hein, parce qu'il y a ces règles en fait implicites dans le rituel du combat. Et puis c'est vraiment destiné à une élite. Hein. C'était pas les guerres comme aujourd'hui. Et puis il y a eu ce passage pendant cette période-là, donc à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, à la guerre fratricide justement. Une guerre où on cherche, les États se centralisent, hein, donc tous les systèmes bureaucratiques, administratifs et tout ça prennent beaucoup plus d'ampleur, hein, et donc on assiste à des armées qui explosent en taille. Et donc ça change complètement le paysage des combats. Et des tactiques aussi, comme les massacres, l'espionnage, la manipulation, les sièges, voilà, l'extermination, etc. Donc, pas très gai. Et ça correspond à ce qu'on appelle aussi, ce qu'on voit beaucoup dans les films chinois, d'arts martiaux, etc., la période des royaumes combattants, les Zhanguo, à partir du 5e au 3e siècle hein, avant Jésus-Christ. Donc c'est une très longue période où la Chine était divisée entre plein de petits États rivaux, enfin petits pour elle, pas pour nous, des énormes gigantesques territoires, mais rivaux, voilà. Et puis leur but n'était plus seulement de maintenir, hein, de respecter ces codifications, ces rituels comme à l'époque, comme jadis, mais c'était dorénavant de dominer, de conquérir, de survivre en unifiant la Chine hein, et en dominant. Et donc cet ouvrage en fait, le Bing Fa, l'art de la guerre, qui est attribué à Sun Tzu, il est né dans ce contexte-là, pour répondre à cette déviance de cette guerre totale où en fait on ne faisait plus du tout il y avait plus aucune morale et on détruisait tout sur son passage sans aucune sans aucune considération pour les pertes en fait hein, et tous les bien sûr les trucidés à tout va etc. C'était un chaos absolu quoi. Et il n'y avait pas que les stratèges martiaux à cette époque, c'était la floraison de ce qu'on appelle les 100 écoles de pensée, où il y avait des textes taoïstes, légistes, confucianistes, et des tas d'autres textes en fait qui essayaient de proposer des doctrines, ensuite amenées vers les souverains de chaque État, pour pouvoir ramener la paix, la stabilité et l'harmonie en fait dans le territoire. Et donc le Sun Tzu justement, hein, le Bing Fa, son but est de répondre à ces mots MAUX,
de cette période-là où la violence, était très intense. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout une glorification du combat ou de la violence, parce qu'au contraire, selon justement les sources, les sinologues, les chercheurs, notamment Jean Lévy, Sun Tzu était profondément anti-héros. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voulait éviter à tout prix les conflits inutiles, réduire les pertes au maximum et faire une lecture vraiment la plus pertinente possible des dynamiques géostratégiques pour pouvoir éviter le combat avant tout, parce que c'est ça qui coûte le plus. Voilà. Et bon, après, il y a plein de débats aussi sur l'historicité de Sun Tzu lui-même, ou Maître Sun. On sait par rapport dans des annales historiques ou de Sma-Tien mais ça a été écrit déjà des siècles après l'époque où il aurait vécu. Donc il aurait vécu apparemment dans l'état de Qi, il aurait servi justement le roi du royaume de Wu, autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Mais on ne sait pas plus et comme je disais, en Chine, l'autorat des ouvrages est beaucoup plus complexe à déterminer parce qu'il y a toute cette tradition de contribution en fait de tous les disciples en fait qui vont pas signer de leur propre nom puisqu'ils sont loyaux à leur commandant ou leur maître, celui qui leur a qui a enseigné. Donc voilà, c'est souvent des ouvrages écrits sur plusieurs générations. Et pourquoi en fait ce texte a traversé les siècles et pourquoi il a autant de succès? Parce que au final, il répond à comment survivre dans un monde instable, en grand changement, en grande mutation, sans épuiser les ressources inutilement. On pourrait aussi dire que c'est une ancienne technologie, on pourrait dire, de navigation dans des systèmes de tension d'une certaine manière. Donc vous avez compris que c'est pas juste de la stratégie guerrière. En fait, ça parle de lucidité, de comment on gère l'énergie et ses propres sources, de comment on lie les dynamiques, de comment on fait l'économie des conflits, de comment on se positionne et quelle action stratégique on adopte. Voilà. Et pour les personnes hautement empathes, je trouve que c'est super pertinent. Et c'était mon défi aujourd'hui de pouvoir amener des bribes de ce texte et puis de le mettre en lien avec les grands défis des personnes hautement sensibles et empathes, pour ne pas se faire envahir et drainer dans ces relations. Pourquoi? Parce que, comme on l'a déjà évoqué, il y a souvent chez ces personnes, qui me comprend moi aussi, du mal à poser des frontières, à recadrer certaines personnes quand c'est nécessaire, à clarifier certains termes, surtout quand les choses évoluent, à négocier ou à renégocier justement, à protéger son énergie et aussi à voir la réalité sur le coût réel de la suradaptation. Et pour ça, on en avait parlé justement dans les défis des empathes, je crois, dans une vidéo précédente. Typiquement, prenant des situations réelles, quand les règles des relations sont floues, parce qu'il n'y a pas de contrat, par exemple, dans le couple ou la famille. Parfois, dans certaines collaborations, on parle de certaines choses, mais pas d'autres. Tout n'est pas forcément ni noir sur blanc. Mais avec des clients, dans des associations, qu'importe. Quand les choses sont floues, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le cerveau doit surveiller en permanence. Anticiper. Décoder. Voire surdécoder des fois. Lire entre les lignes. Recalculer. Scanner les risques. Et puis, compenser aussi une absence de structure. Et ça tombe souvent sur le dos des personnes qui se sentent les plus concernées et responsables, pas les autres.
Et souvent, les personnes très empathes sont souvent les personnes qui ont aussi une grande conscience du travail et de pas léser, voilà, des personnes au passage. Donc, elles vont redoubler d'efforts pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc, elles prennent beaucoup sur elles. Mais au final, ça donne que on finit épuisé. Peut-être qu'on redoute de recevoir certains messages, qu'on n'ose peut-être plus répondre au téléphone. On repousse un projet qui nous fait pourtant vraiment vibrer juste parce qu'on anticipe le coût, en fait, que ça va enfin, combien ça va nous drainer au niveau relationnel, par exemple. On dort mal après certains échanges, on ressasse tout dans la tête et on peut passer des jours à ruminer une conversation, etc. Ça, c'est assez typique des personnes hautement sensibles. Et en fait, poser une frontière, pour en revenir à ce passage qu'on a mentionné, ça n'est pas attaquer, mais c'est rester chez soi. Et on va y revenir. Est-ce que ça va jusque-là pour toi ou... Oui, je trouve ça vraiment passionnant. Franchement, je trouve que le sujet, il est tellement juste et tellement évident parce que c'est le chaos, c'est la guerre pour les hautes empathies, les hautes empathes, les hypersensibles, les hautement sensibles, si on prend ton ajustement de terme pour que ça ne soit pas pathologique. Et je trouve qu'effectivement, quoi de mieux que d'aller dans ces énergies très yang, très masculines, mais qui aident à poser, qui aident à mieux restructurer et considérer notre terrain comme un territoire intérieur aussi. Et donc voilà, il y a un théâtre d'opération militaire, il y a des choses qui peuvent se jouer, mais effectivement parce que on peut le vivre comme ça à l'intérieur, comme une vraie agression extérieure. Et l'idée, j'adore, c'est comment on évite d'épuiser nos ressources, comment on arrive à faire le tour déjà du royaume, puis de faire en sorte qu'on limite au maximum le conflit et qu'on sache s'adapter et éviter aussi de se sentir toujours en guerre à l'intérieur, quoi. Alors que même à l'extérieur, ça ne serait pas du tout un conflit relationnel. Mais c'est hyper intéressant, donc c'est parfait, ouais, j'adore. Oui, et c'est très très juste que tu dis qu'il y a aussi cette guerre intérieure parce que il y a ces conflits internes en fait qui sont très très présents chez ces personnes qui doutent d'elles-mêmes et on va y venir justement. Le premier principe que j'ai retenu, parce que c'est un ouvrage vaste et très très riche en plein de sagesse, le premier que je voulais vous amener, c'est remporter sans victoire en sans bataille n'est pas le sommet de l'habileté. Le sommet de l'habileté est de soumettre sans combattre. Donc l'idée que la suprême habileté consiste à vaincre sans combattre. Et là, j'entends déjà des personnes qui pourraient réagir. Oui, mais vaincre sur l'autre, ça veut dire dominer, ça veut dire attaquer. Alors, pas forcément du tout. On va décortiquer un peu ça. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que le meilleur résultat est celui qui ne coûte pas jusqu'à l'épuisement. D'accord ? De nouveau, on revient aux ressources. Pourquoi ? Parce que les personnes hyper empathes, hautement empathiques, pensent souvent que poser une frontière, c'est ça qui va générer du conflit. C'est ça qui va les rendre jugeables, en fait. Ou générer, en fait, une distance ou du mécontentement, de la critique, etc. Or, quand on regarde le coût réel du manque de clarté, dans justement poser ces micro-frontières aussi, comme je les appelle, eh bien, très souvent, c'est ça qui construit lentement le conflit. Parce que on a la moutarde qui monte, et souvent elle n'est pas consciente, cette moutarde qui monte, comme un état de tension latent, qui escalade à l'intérieur, et ça peut donner lieu à deux, on va dire, réactivités. Donc c'est pas des choses qui sont choisies consciemment, c'est ou éviter totalement le conflit ou la confrontation, le face à face, ou attendre beaucoup trop longtemps, repousser jusqu'à ce que ça explose complètement. Et là, on contrôle pas les mots, on contrôle pas et c'est déjà trop tard en termes de combien ça a coûté à notre physiologie aussi, au stress qu'on a porté, etc. Et à notre équilibre mental aussi. Voilà.
Souvent, il y a vraiment un mélange de choses, comme des amalgames pour ces personnes, entre un conflit, un désaccord, le fait de poser une frontière, le fait de frustrer l'autre. Il y a cette peur. C'est-à-dire de se dire forcément ça veut dire ça. Hein, je pose une frontière, je frustre l'autre, je vais le mettre en colère, etc. Il y a tout ça qui est mélangé avec la notion de danger relationnel. Hein, c'est dangereux de faire ça, je marche sur des œufs. La peur du rejet ou de la perte. De nouveau là, cette tentation, la tentation de toujours se soumettre à la relation, se perdre face à l'autre. Hein. Mais aussi la culpabilité, la perte d'amour, le fait d'être déloyal. Il y a un peu toutes ces choses qui sont entremêlées et qui sont pas souvent qui sont pas suffisamment mises en fait en conscience, un peu triées quoi. On va prendre peut-être un exemple concret, un ou deux exemples concrets. Imaginons que on a une amie qui va mal et qui nous appelle systématiquement pendant qu'on se repose, quand on est fatigué après le travail, etc. Et au début, on se dit, c'est pas grave, je réponds. Puis on commence quand même à sentir une tension quand son nom arrive à chaque fois, apparaît sur le téléphone. Et puis, on met un peu plus de temps à répondre, puis on arrête de répondre, et puis on commence à culpabiliser, et puis après on rumine parce qu'on culpabilise, et qu'on est en conflit intérieur, justement. Et puis un jour, on reçoit encore, je sais pas combien d'appels, et puis on explose. Ou un podcast de 15 minutes ou je ne sais quoi, et on explose. Et en réalité, cette frontière-là, ou cette micro-frontière, en fait, on aurait pu la poser plus tôt. Donc ça, c'est souvent ce qui est sous-estimé chez les personnes très sensibles, très empathes. C'est plus on attend pour clarifier une situation, et c'est pas facile du tout pour ces personnes, mais plus le coût physiologique augmente. Et quand une relation arrive à ce stade d'explosion, justement, c'est que les choses n'ont pas été balisées avant. Hein. Il y a moyen de faire autrement, pour dire ça. Et c'est aussi comme si on ouvrait la porte un peu à chaque fois qu'on dit oui. Puis un jour, on voit qu'il n'y a plus de porte et que les autres entrent et sortent comme ils le veulent. Et que nous, on continue de sourire en silence parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Hein, donc on subit, en fait, on subit. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire dans ces situations-là? Premièrement, ce serait de revenir vraiment à sa posture interne et donc à ses besoins en priorité. Par exemple, quand est-ce que c'est OK pour moi de répondre à Martine? Et aussi à quelle fréquence? Et combien de temps je lui donne? Et si elle me répète toujours la même chose et qu'elle elle bouge pas d'un poil dans sa manière de fonctionner ou je ne sais quoi, qu'est-ce que je fais pour pas porter ça, quoi? Voilà, quelle limite je mets? En fait, il y a toutes ces questions. Il y a aussi la question de est-ce que je suis régulée moi-même physiologiquement quand je lui réponds? Ou est-ce que je suis déjà trop activée pour que ça puisse bien se passer? Et là, ils vont me dire, ah oui, c'est quand même avec la famille, etc. Oui, la famille, c'est vraiment un des grands maîtres qu'on a. Est-ce que, du coup, si je suis pas régulée, est-ce que je vais aller jouer au sauveur malgré moi, par exemple? De nouveau Karpman, bourreau, sauveur, victime. Est-ce que je vais aller en partant pas d'un espace vraiment de centrage, mais de réactivité? Est-ce que je vais pas vouloir porter secours, mais en fait c'est pas vraiment, enfin ça va pas forcément être de l'aide et ça va pas forcément porter ses fruits et du coup je me serais démunie de ressources précieuses et l'autre ça va pas forcément l'aider à aller plus loin. Ça va peut-être être juste un sparadrap temporaire qui résout pas vraiment fondamentalement le problème. Puis après, il y aurait aussi donc la posture interne, nos besoins, la régulation, est-ce que je suis régulée ou pas? Vaut mieux pas y aller si on l'est pas. Vaut mieux attendre. Et puis aussi la formulation, c'est-à-dire quel choix de mots pour pouvoir mettre une limite qui me respecte, mais qui soit aussi entendable pour l'autre. Voilà.
pas, évidemment, on veut pas nuire, on veut pas blesser, mais c'est comment rendre ça aussi acceptable, entendable. Et par exemple, on pourrait imaginer, j'essaie vraiment de donner priorité à me reposer ces temps-ci. J'en ai besoin. Donc, si je ne réponds pas immédiatement, ça n'est pas contre toi, par exemple. Et peut-être même pas besoin de dire que j'en ai besoin, parce que ça va de soi. Et justement, l'idée de pas rentrer dans de la justification, hein, ces petits pièges de justifier. Tu comprends, avec mon travail, avec les enfants, mon burn-out, je suis pas toujours disponible, etc. Voilà. Non. Aussi le problème des frontières floues. Par exemple, j'aimerais peut-être un peu plus d'espace parfois, tu vois, c'est pas toujours évident de te répondre, trop flou. Ça laisse trop d'espace pour que voilà l'autre personne, elle va pas comprendre le message. Et puis aussi de faire attention au faux consentement. Par exemple, bon, ok pour cette fois. Voilà. Je laisse passer pour cette fois et la prochaine fois, je ferai mieux. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que notre bouche dit oui, tandis que notre système nerveux, en fait, dit non, hein, et ça, c'est vraiment aussi un chemin un peu de retour à la maison, de réappropriation dans son corps, en fait, de réhabiter son corps, de l'écouter pour pouvoir décoder qu'est-ce qu'il nous dit. Parce qu'à chaque fois qu'on le trahit, hein, qu'on dit oui alors qu'il dit non, c'est comme s'il y a un peu une dette physiologique qui se crée. Hein, et on voit bien, hein, c'est tout le principe aussi, ces effets de couche et de palier. C'est tout ce qui, justement, ce qui crée de la surcharge sur le système nerveux, d'où l'importance de la régulation nerveuse que je pratique notamment. Et pour justement désinstaller, désamorcer toutes ces mémoires de stress, hein, avec toutes leurs associations. Et donc, ce qui serait à comprendre pour ce premier principe, ce serait que la frontière protège la relation plus qu'autre chose. Donc ça ne casse pas le lien, une frontière. Mais ça, c'est une peur que beaucoup de personnes très empathes ont, parce que justement, elles n'ont pas grandi dans une conscience de leurs propres frontières. Donc, c'est comme s'il y a une forme de cassage du lien ou de plus être loyal. Il y a des croyances amalgamées, en fait, au fait de poser une frontière. Et ça, justement, comme on disait, ça évite justement, comme dirait Sun Tzu, de se faire prendre d'assaut, hein, dans nos propres frontières. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas se compromettre en premier lieu. Je ne sais pas si ça te parle. Si. Non, mais franchement, je trouve ça super intéressant. Puis c'est très riche et j'adore ta manière d'articuler tous ces propos. Et j'aime beaucoup aussi cette idée de coût physiologique et de dette physiologique au fait de allez, ça ira pour cette fois. J'ose pas trop lui dire. Bon, c'est pas grave. Mais ça a un vrai coût. C'est pas comme si c'était neutre et ça se charge et ça charge. Et à un moment, effectivement, il y a une dette à rattraper quelque part. Et plus on attend, plus c'est pire finalement, et que ça peut exploser et qu'en fait il y a plein de choses qui s'ancrent alors que c'est beaucoup plus facile, même si ça nous fait terriblement peur et qu'on a l'impression qu'on va perdre le lien, perdre la relation, qu'on va tout casser, qu'on va être insulté, qu'on va frustrer l'autre, alors qu'en fait c'est au service de la relation, tout simplement. Et donc oui, c'est vraiment cette idée de soumettre sans combattre, c'est-à-dire sans avoir à lutter à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, c'est juste on a posé et on se soumet finalement, on soumet la qualité de la relation, c'est pas la soumettre, mais en acceptant de se positionner, finalement on lâche et ça simplifie le lien dans la relation. Tu vois, c'est marrant, c'est paradoxal parce que on combat sans combattre, tout simplement parce que on vient juste faire un pas d'action qui pose quelque chose, mais qui du coup nous permet d'avoir une relation beaucoup plus saine. Totalement. On lâche aussi une forme de résistance, hein, rigide, hein, quelque chose qui est calqué sur notre vécu. Donc on pourrait dire des couches de stratégie de survie, hein,
qui nous empêche d'être réellement qui on est dans notre authenticité. Et comme tu dis, c'est pas soumettre l'autre, pas du tout. Il s'agit pas d'un rapport de force. Il s'agit d'une préservation de son intégrité. Voilà. Et c'est deux choses complètement différentes. Comment c'est compris par l'autre? Peut-être on peut rajouter ça aussi. Ça ne nous appartient pas. Et je sais que ça peut être facile à dire. Et pourtant, moi je souligne souvent ça, c'est que peut-être pour le meilleur ou pour le pire, mais on est responsable que de nous-mêmes au final. On est co-responsable bien sûr dans les relations de cette co-responsabilité universelle qui est une vision très bouddhiste à laquelle j'adhère complètement. Mais on n'a pas à porter l'autre pour lui à sa place. Et souvent c'est l'erreur qu'on fait dans ce genre de cas. C'est de porter la responsabilité pour l'autre, alors que l'autre, c'est sa responsabilité de nous dire si ça lui convient pas. Et ok, ça me convient pas, ça te convient pas non plus, pas de problème. On va s'y adapter, on fait comme l'eau. En fait, on continue, on va pas s'arrêter parce qu'il y a un rocher en face. On va toujours continuer de se frayer un chemin, voilà, que ce soit en souterrain, en contournant, etc. Exactement. Donc ça, c'était le premier principe que tu voulais nous partager sur les 3. C'est ça. Et donc, il y a un deuxième là. Il y en a un deuxième qui arrive.